Alors quand on lui dit bonjour Monsieur le Président, c'est normal. Monsieur le Président de la région LR, Xavier Bertrand, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va, merci beaucoup. Vous avez l'air en forme? Toujours, on est content d'être là. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous balader déjà dans ce salon. Il y a une drôle d'ambiance quand même. Il y a une drôle d'ambiance parce qu'on sent que la colère est toujours là. Il n'y a pas les vaches aussi, donc ça c'est... Et puis, on est face à des agriculteurs qui n'en peuvent plus des promesses, qui veulent enfin... Qui n'y croient plus. Voilà, ils veulent enfin qu'on arrive à résoudre leurs problèmes. Vous l'avez constaté ça? Oui. Oui, mais pas seulement ici, aussi dans les exploitations, tout ça. De toute façon, on ne va pas se raconter d'histoire. L'agriculture, c'est le grand raté de c'est quoi? C'est 10, 15, 20 ans. Et il y a eu beaucoup de promesses, on dit qu'on les aime, mais le politique, c'est comme l'amour. Hein. Déclaration d'amour, ça ne suffit pas, il faut des preuves d'amour. Et là, aujourd'hui, il y a un grand désarroi. Donc, ils attendent beaucoup de ce qui se passera l'an prochain. Mais avant l'an prochain, il y a déjà cette année. Et puis, il y a notamment quelque chose qui est hyper attendu, qui ne coûte rien. C'est des décrets. Il y a des lois qui ont été votées, qui vont dans le bon sens. Mais s'il n'y a pas les décrets, elles ne s'appliquent pas. Pourquoi c'est si long à les signer, ces décrets? Vous qui avez été ministre, racontez-nous. Parce qu'il faut remuer la haute administration. C'est les politiques qui décident. Et la responsabilité politique, elle ne se transmet pas, elle ne se délègue pas, elle ne se partage pas. Et donc c'est là où il faut exiger justement que les textes sortent. Alors il y a un truc qui est très simple, vous savez, je ne suis pas un magicien. Quand j'étais ministre, il faut déjà de la mémoire quand même. On faisait les projets de décret en même temps que la loi. Vous écriviez en même temps. Et même s'il y a des amendements, vous ne changez pas grand-chose au final à une loi. Et du coup, ça pouvait être publié aussitôt derrière. Mais encore une fois, le patron, c'est le ou la politique. Oui, mais et donc, il faut imposer que ça sorte. Et vite. Et en 26, pas en 27, pas la Saint-Glinglin. Mais justement, il y a quelques instants, on avait Élodie qui était avec nous de la filière des chevaux, le boulonnais. Oui. Et elle dit... J'ai même vu mon voisin qui était sur un boulonnais. Charles, il était pas mal. Hein. Non, mais ce qui est intéressant, c'est en tant qu'éleveur, elle a dit merci à la région de nous soutenir. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est le local qui a plus de pouvoir que le national, ou qui agit plus vite que le national. C'est comment ça se passe? Bah oui, vous savez pourquoi? Parce qu'on est à portée d'engueulade. Si on ne fait pas notre boulot, les gens ils nous font la remarque. Alors, c'est pas parce que vous êtes proche que vous êtes forcément vous faites engueuler. Mais au moins, vous vous dites que vous avez une obligation de résultat. C'est quoi le drame de la politique aujourd'hui? C'est qu'à la différence d'un entrepreneur, il n'y a pas d'obligation de résultat. Or, l'obligation de résultat, elle s'impose. Parce que sinon, vous perdez les élections si vous n'avez pas de résultat. Mais oui, mais au final, pendant longtemps, ça ne se passait pas comme ça. Vous étiez sympa, vous serriez des mains, vous étiez derrière un ruban, tout ça. Sympa, c'est bien, mais sympa, c'est pas un métier, hein. C'est un plus. C'est un plus. Le vrai sujet, c'est que les gens veulent que ça change, que ça bouge et ils veulent des résultats. Tant que les politiques n'auront pas compris au niveau local et au niveau national qu'il faut que les résultats soient là, ils n'auront rien compris. Et ce qui leur arrive, c'est pas surprenant. Didier, pardon, parce que je t'ai... Joël. Oui. Est-ce que la solution, c'est un peu ce qu'a dit Valérie Pécresse, je crois, ce week-end, qui a dit qu'elle basculait un peu fédéraliste, qui a pris en exemple l'Allemagne et qui disait qu'on devait devenir un État fédéral, parce que je pense qu'elle a voulu dire par là qu'on avait besoin d'une vraie décentralisation. Donc, est-ce que la solution, ce serait plus ça? De pouvoir en région. Voilà. Oui. C'est ce que je dis avec ce qu'on appelle la République des territoires depuis des années. C'est ce que dit aussi très très bien Jean-Louis Borloo. Il dit la France fédérale, moi je dis la révolution par les territoires. C'est la même idée. Ce pays ne peut plus être gouverné comme il est. Tout se décide dans un bureau de Paris, quoi. Ou dans du... Ben oui, c'est ça. Moi je ne suis pas dans un match Paris-Province, ce serait stupide. Mais il y a trop de décisions qui se prennent à Paris. Alors entendons-nous bien, il y a une nouvelle répartition des rôles. L'État doit s'occuper sécurité, justice, maîtrise de l'immigration, la diplomatie, la défense, c'est l'État. Sur la santé, s'assurer qu'on est remboursé de la même façon à Lille et à Marseille, c'est l'État. Que l'éducation, les grandes orientations soient fixées par l'État. Mais pour le reste, bon Dieu, qu'on décide au plus près du terrain. Et encore une fois, à portée d'engueulade. Et quand je dis ça, c'est pas seulement donner les clés aux élus. Tiens, il y a un représentant de l'État qui connaît bien le territoire, qui connaît bien les choses et qui est capable de faire bouger les choses avec les élus, les préfets. Sauf qu'aujourd'hui, tiens, vous voulez faire un programme de logement 7 à 8 ans. Filez les clés aux préfets et aux élus. Vous allez voir si on va mettre 7 à 8 ans. Donnez la possibilité justement pour l'agriculture d'adapter les textes nationaux en fonction des besoins. Vous allez voir si ça met 7-8 ans. Ce pays peut aller beaucoup plus vite, mais il faut donner les clés sur le terrain. C'est fédéral, c'est la République des territoires, c'est la même idée. Moins de choses à Paris. Tiens, ce que je viens de dire, ça coûte rien. Ce que je viens de dire, c'est pas
des euros. C'est un changement profond de mentalité et de culture. On est dans une France qui est jacobine par définition. C'est pas une fatalité. Donc, il va falloir vraiment changer les mentalités. Mais de qui changer les mentalités? De ceux qui sont planqués dans des ministères, qui vont jamais sur le terrain et qui décident à la place des autres. J'ai beaucoup de respect pour leurs compétences, mais ça n'est pas eux de décider. C'est tout. Mais l'État profond, il existe. C'est à double tranchant ce que vous venez de décrire, monsieur. Pourquoi? Parce que nous, l'agriculture française, on souffre déjà de courir le 100 mètres avec nos copains européens qui n'ont pas les mêmes règles que nous. Et si demain, chaque territoire fait ses règles, ça va devenir compliqué. Mais je suis d'accord avec rendre de l'autonomie au local, mais pour ça, il faut que le local ait les mains libres. Voilà. C'est aussi ce que je disais. C'est pas toutes les clés au local. Parce que notamment, s'il faut aller se battre à Bruxelles, et il faut se battre à Bruxelles, beaucoup plus fort qu'on le fait. C'est pas uniquement une région ou toutes les régions qui peuvent le faire. Ça, c'est le boulot du gouvernement. C'est le boulot du chef de l'État. Et Dieu sait s'il faut se battre beaucoup plus fort qu'on ne le fait, notamment la prochaine... Dans l'harmonisation des règles. Bien sûr. Et puis la prochaine PAC. Oui. On ne peut pas avoir une PAC qui continue à se réduire comme c'est pas permis. Plus personne veut payer, tout le monde veut prendre dans la caisse. Voilà. Donc il faut qu'on ait une PAC qui soit très forte. Ça, c'est pas seulement un président de région qui peut le faire. Il faut que ce soit l'État. Maintenant, sur le reste, sur la question de l'harmonisation, on va pas se raconter d'histoire. Hein. En France, c'est une république. Hein. Ben non, on est plus royaliste que le roi. On s'impose nous-mêmes des normes que les autres n'appliquent pas. Pourquoi on en fait plus que l'Europe? Ben pourquoi? Parce que ça, c'est les politiques qui le décident en France. Et demain, j'ai peur que des présidents de région mettent leur propre couche, quoi. C'est aussi une de mes craintes. Non, c'est que l'idée, justement, c'est d'enlever des couches. Moi, je vais vous dire que ce soit sur le renouvellement des générations, l'accession à ce que les jeunes puissent se mettre en place. On ne fait pas à la place de l'État aujourd'hui, on ne peut pas, mais on fait en plus de l'État. On a notamment les fonds européens qu'on distribue. Nous, sur les dernières années, on a mis plus de 58 millions en plus. L'idée, c'est qu'on fasse en plus. Mais si on avait la possibilité d'aller plus vite sur les procédures, je vous dirais... Bien sûr, mais ça, on va pas courir le 100 mètres avec un boulet. Hein. C'est le carcan administratif de toute la France. Mais il n'y a que chez nous, sur place, en étant à portée d'engueulade, que les choses peuvent vraiment changer. Charles? Non, je vous entends citer Jean-Louis Borloo, etc., faire cet état des lieux sans doute justifié sur la trop grande concentration du pouvoir en France à Paris. Est-ce que c'est vraiment le sujet du jour en France? Moi, j'ai le sentiment que le vrai problème, il n'est pas tellement sur ces questions de décentralisation, etc. Il est sur un truc tout bête, qui est que la France a besoin aujourd'hui, après des années et des années de dérive de ses dépenses publiques et de dérive de sa fiscalité, de grossissement sans fin de son État-providence, elle a besoin d'un gros coup de tronçonneuse, comme ont fait les Argentins, ou comme ont fait sous la contrainte et pour leur plus grand profit, les Irlandais, les Grecs, quelques pays comme ça. Est-ce que, au fond, le vrai sujet aujourd'hui pour la France, c'est pas ça? Et est-ce que ça n'est pas un peu éloigné de la ligne que vous portez traditionnellement, qui est plus la ligne d'une droite dite sociale, qui est somme toute une droite qui ne tourne pas le dos, ne rompt pas avec ce que certains appellent l'assistanat, et avec en tout cas un fort besoin de délivrer les Français du poids de leur puissance publique qui est devenue ingérable? Charles, on a le droit d'être d'une droite qui n'est pas dure avec les plus fragiles, mais de savoir compter. Et quand on parle des élus, il faut savoir une chose. Nous, on n'a pas le droit de déconner sur les finances publiques. Nous, on n'a pas le droit de voter un budget en déséquilibre. Nous, on est comme un chef d'entreprise, on est comme un ou une chef de famille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on a. L'État, eux, peuvent voter un budget en déficit, c'est pour ça qu'il y a toute cette dette. Nous, quand il y a de la dette, l'endettement, moi j'ai une région qui a effectivement un niveau de dette qui est important. Pourquoi? Parce qu'on investit. C'est pas pour le fonctionnement. Et en plus, nous, chez nous, on n'augmente pas les impôts. La région des Hauts-de-France, c'est la région où la carte grise est la moins chère de France. Vous savez pourquoi? Parce que comme ça, j'ai les entreprises qui immatriculent leur flotte chez moi et j'ai les loueurs qui viennent pour beaucoup chez moi. C'est encore une fois, il faut savoir compter dans la vie. Deuxièmement, il y a un nouvel impôt qui a été mis en place il y a 2 ans. Versement mobilité, comme l'État a fait les poches des régions, ils ont dit on vous fait les poches, mais vous pourrez faire les poches des entreprises. 0,15%, la masse salariale, toutes les boîtes de plus de 11 salariés. En Hauts-de-France, ça ne s'applique pas et ça ne s'appliquera pas. Pourquoi? Parce que je baisse mes dépenses. C'est pas facile, c'est pas simple, mais je fais comme un chef d'entreprise. Lesquelles de dépenses vous baissez? Les dépenses de personnel, les dépenses notamment, j'ai le taux de chômage qui a baissé, on baisse justement les crédits de formation.
Je suis assez dur, un peu radin dans mes négociations avec la SNCF parce qu'on leur fait un chèque de plus d'1,5 milliard d'euros chaque année. Et vous voyez, l'État, c'est comme si vous, dans une famille, vous dépensez trop et vous allez voir votre patron en disant « Vous pouvez m'augmenter là parce que je dépense trop à la maison ». C'est un chef d'entreprise qui dit à ses clients « Il faut que j'augmente mes prix parce que j'ai trop de charges ». Non, on baisse ses charges et on baisse ses impôts. Et Charles, c'est cette droite-là que j'incarne. Parce que je sais aussi que si vous voulez partager des richesses, vous avez intérêt à les avoir produites avant. Et ça, c'est l'une des clés qu'il ne faut pas oublier. Mais vous savez, ça devient un problème de la France. Non, mais d'ailleurs, c'est pas une plus les fatalité. produire. Hein. C'est pas une fatalité. Ça peut changer. Non. Et encore une fois, je suis pas le seul à le faire. Il y a beaucoup d'élus qui aujourd'hui disent les impôts c'est plus possible, c'est l'overdose fiscale, et donc on baisse nos dépenses. Je le fais année après année. C'était 121 millions d'euros l'an dernier, ça va être à peu près la même chose cette année. Clairement, encore une fois, on fait ce que l'État ne veut pas ou ne sait pas faire. Vous vous êtes déclaré candidat à l'élection présidentielle. Vous, président, vous baisserez les impôts ? Oui, mais des classes moyennes en priorité. Je le dis clairement. Il y a 2 types d'impôts qui doivent baisser, à une condition, c'est qu'on baisse les dépenses. C'est les classes moyennes, parce qu'aujourd'hui, quand vous bossez, vous n'arrivez plus à vous en sortir. Et deuxièmement, s'il y a des impôts à baisser pour les entreprises en priorité, c'est celle sur la production. Si on ne veut pas que France Terre d'Industrie, ce soit juste un slogan, et si demain on veut que France soit une terre d'agriculture, c'est la baisse des charges, c'est la baisse de ses impôts. Donc tous ceux qui vous diront « moi je vais tout baisser, je prends ma tronçonneuse, je vais tout dégager », tout ça c'est Tartuffe ou Pinocchio. Le vrai sujet, c'est pas clair. d'accord. Oui, je sais, mais c'est la je suis démocratie. désolé, hein. mais je suis pas d'accord. Je pense que Faut baisser les impôts pour tout le monde. Bah oui, je pense qu'il faut baisser les impôts. Pour moi, en priorité, c'est classe moyenne et production. Pour tout le monde, je pense qu'il faut. On n'a pas la même analyse. Moi, je crois que la France, elle a besoin aujourd'hui d'un traitement de cheval et que on tourne indéfiniment autour du pot, on n'ose pas y toucher. Et 121 millions d'euros que j'ai économisés l'an dernier, c'est quoi? C'est un traitement homéopathique, non, mais je dis pas que vous, à l'échelle de la région de Hauts-de-France, vous ne faites pas le travail. Je sais qu'il y en a qui font le travail. Je sais que vous le faites. Pareil pour Christelle Morancet, par exemple, qui a sorti de manière assez volontariste sa tronçonneuse et qui a d'ailleurs été immédiatement traitée de fasciste. Hein, parce qu'elle a baissé le budget de la culture. Mais je pense qu'à l'échelle du pays, c'est quelque chose qu'on doit assumer de faire sur les dépenses de santé, sur les retraites, sur beaucoup de choses comme ça. Il y a juste un point pour être plus complet par rapport à ce que dit Charles. Il dit la priorité, c'est ça. La priorité, c'est déjà de retrouver le respect de l'autorité et la sécurité. L'autre chose, c'est le rapport au travail. Que ceux qui donnent du travail ne soient plus entravés et que ceux qui bossent, la fin du mois, ce ne soit pas le 10 du mois, mais le 30 du mois. Et Charles, là où on a un sujet, c'est que, bien évidemment, il faut savoir compter, il faut mieux dépenser, mais moi, je veux que la santé, je veux que l'école, je veux que le logement, ça soit à nouveau des priorités. Parce que c'est ça qui tient les gens. Alors, peut-être que la tronçonneuse, on n'est pas d'accord. C'est le budget de l'État, l'école. Ouais, pardon ? L'école est déjà le premier budget de l'État. Moi, je suis d'accord que ça doit être une priorité. Il faut peut-être quand même que ça tourne bien, non ? Oui, mais il faut peut-être mieux le gérer, être peut-être un peu plus exigeant. Vous l'appliquez, votre tronçonneuse, là ? Par exemple, je recrute pas de nouveaux fonctionnaires dans l'éducation nationale, contrairement à ce qui vient d'être fait. Le remplacement des profs absents aussi ? Et on s'occupe aussi de Parcoursup. Moi, les profs absents, je m'en occupe en licenciant les profs trop absents, par exemple. Vous voyez, mais c'est pas la même approche. Moi, je considère qu'un prof qui récidive dans l'absentéisme, à un moment donné, faut arrêter de se moquer du monde. Il est mis à pied. En revanche, je pense qu'on peut, par exemple, mieux rémunérer les professeurs en leur demandant plus de temps de présence dans les établissements pour aider les élèves qui n'ont pas de quoi se payer un prof particulier le soir. On crée ce fameux truc qui est une espèce de serpent de mer, de permettre aux élèves qui le souhaitent de rester jusqu'à assez tard dans leur établissement pour faire leurs études en plus de leurs cours. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des profs sur place. Moi, je suis pour arrêter de recruter des profs. On n'a pas besoin de nouveaux profs, mais mieux les payer, par exemple. Mais je crois que pour mieux payer les profs, il y a un consensus là-dessus. Il n'y a pas de débat. Non, mais il n'y a pas de débat sur leur augmentation du temps de travail. Sur l'augmentation du temps de travail, on fait la pause. Dit depuis des années, mais il faut reconnaître quand même que on n'est plus au pouvoir depuis des années. On l'est dans nos régions, on est dans nos territoires. Il y a aussi un truc, parce que moi j'entends la tronçonneuse, tout ça. Aujourd'hui, tout semble simple. Pardonnez-moi. Quand on est dans un micro, quand on est dans l'opposition, les choses elles sont beaucoup plus complexes. Il y en a qui disent par exemple. Non, c'est pas ça seulement. Par exemple, vous dites faut les licencier. Milei il l'a fait. Même Milei, c'est en Argentine, et puis le mec, quand on regarde de près... Il a viré un tiers de la fonction publique. Heureusement qu'il a le pognon de Trump également. Et puis on voit aussi justement comment ça se passe, le lien entre les uns et les autres. Si c'est les extrêmes pour dire, tiens, toi tu me plais pas, toi t'es un bouc émissaire, tu dégages. Moi je suis là à faire de la politique pour unir les gens. Et c'est pareil sur la santé. La santé, il y a des économies à faire, Charles.
toutes les économies, elles seront remises dans la santé parce qu'on ne dépensera pas moins dans la santé dans les années qui viennent. Que ce soit l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé, les nouveaux traitements, tout ça. Et moi, je vais vous dire un truc. Moi, je suis heureux qu'en France, quand vous arrivez à l'hôpital Charles, vous êtes conscient ou inconscient, la carte qu'on vous demande, elle est verte. Elle n'est pas bleue et elle n'est pas gold. Et moi, je me battrais pour garder ça, même si on doit faire des réformes. On va continuer d'en discuter avec... Pas à condition de soigner le monde entier. Xavier Bertrand, président de la région Île-de-France, Hauts-de-France. On n'a pas annexé l'Île-de-France. Joël Dagosseri, avant de repartir sur les questions d'actualité. Avec Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, qui est notre invité. Moi, j'allais revenir sur une question d'actualité. Sur Quentin. Enfin, pas sur Quentin personnellement, mais plutôt sur l'ambiance. Aujourd'hui, moi, je considère qu'il y a des soldats qui meurent au combat. Et quand je parle de soldats qui meurent au combat, c'est le combat qu'on avait, nous, en France, contre l'extrême droite, contre tous les extrêmes de manière générale. On avait réussi plutôt à les canaliser, à les marginaliser. Et il y a un retour de l'extrémisme en France. Et moi, je considère que vous faites encore partie des gens raisonnables, voilà, et qui, grâce à ça, vous remportez d'ailleurs vos batailles électorales et vous dirigez une très belle région. Et donc, comment fait-on aujourd'hui pour rester raisonnable sans perdre, entre guillemets, son électorat, sans avoir l'impression d'être en dehors du sentiment d'insécurité en France, de toutes ces choses-là qui sont là. Donc, comment vous allez faire, vous, monsieur Xavier Bertrand, pour rester parmi les raisonnables? Et surtout, déjà, ce qui se passe avec Quentin, qu'est-ce que vous en pensez? Pour répondre à Joël, c'est rester ferme sur mes convictions. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas, parce que je sais qu'aujourd'hui, on est en train de laisser s'installer duel entre les extrêmes, et beaucoup de ceux, vous dites les raisonnables, ceux qui sont du camp des démocrates et des républicains, ont un peu baissé les bras pour beaucoup d'entre eux. Et de toute façon, au deuxième tour, on aura Mélenchon contre Le Pen ou Bardella. C'est votre cauchemar, vous l'avez écrit hier dans une tribune. Hein. Non, le cauchemar, il n'est pas là. J'explique que si l'un des extrêmes gagne, ce qu'on a connu, les drames qu'on a connus depuis des années, on aura ça régulièrement. Que ce soit l'ultra-gauche, l'ultra-droite. Si l'un des extrêmes gagne, l'autre dira aussitôt « j'accepte pas le résultat ». On va rentrer en résistance et il y aura justement des drames dans les rues. Et ça sera la même violence qu'aujourd'hui, peut-être plus au Parlement, dans les médias, mais on aura ces drames-là. Ceux qui disent, parce que j'en entends certains, disent « oui, mais tu sais Xavier, on t'entend trop sur ces sujets-là, il vaut mieux avoir le RN que LFI ». Non, vous aurez les deux. Vous aurez les deux en même temps et vous aurez les deux l'un après l'autre. Regardez les États-Unis. Les gens ont dit « on a eu Trump ». Regardez qui vous avez eu à New York. L'exact contraire de Trump, l'extrême gauche. Parce qu'il y a toujours cette réaction. Et les seuls qui n'auraient pas été essayés après l'extrême droite, ça sera... la question est de savoir pourquoi, justement, les Français, beaucoup de Français ont envie de voter plus radical, soit à gauche, soit à droite. Parce que les partis de gouvernement ont déçu. Après 10 ans de centrisme, j'ai envie de dire. Mais non, c'est pas ça. C'est parce que les partis de gouvernement ont déçu. Mais c'est difficile aussi d'exercer des responsabilités sans mentir. On a eu le débat tout à l'heure avec Charles. Sur le papier, on peut toujours tout faire. Les extrêmes vous disent « non, mais attendez, avec nous, on va partir d'une feuille blanche. Tiens, on peut licencier les profs. Ils ont un statut. On ne fait pas ça comme ça d'un claquement de doigts. Qu'on change les règles à l'avenir, qu'on soit meilleur, qu'on n'oublie pas justement la désespérance de la classe moyenne. Moi, c'est ce que j'ai à tête en cœur, parce que c'est mon histoire. J'étais venu, je crois que c'était en novembre, parler de mon livre, parce que c'est mon histoire. Mais derrière... il y a la complexité des choses et on doit trouver des solutions fortes. Mais une chose est certaine dans ce que dit Joël, qu'avant de savoir si on est de gauche, de droite, des extrêmes ou du centre, il y a une maison commune qui s'appelle la France et la démocratie. Et en ce moment, on est un peu beaucoup de responsables politiques comme des somnambules qui ne se rendent pas compte que l'affrontement entre les extrêmes fait qu'on a renoncé à être nous-mêmes et à dire que l'état de droit, c'est pas une option, que le consentement à l'impôt, que le respect de la loi, que le pluralisme de l'information, c'est des choses qui ne sont pas négociables. C'est les principes de base. Mais pour rester sur l'actualité avec la mort du jeune Quentin, est-ce que c'est une erreur fondamentale comme celle commise par Jean-Luc Mélenchon, qui ne veut pas couper les liens avec son député issu de la Jeune Garde et les filles Raphaël Arnaud? Évidemment. Évidemment, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je combats avec la même énergie LFI de Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement national. C'est-à-dire dans un deuxième tour entre Mélenchon et Bardella? Moi, c'est clair. C'est ni Bardella-Le Pen, c'est ni Mélenchon. Je suis clair. Ni. Et si je suis très clairement candidat, c'est parce que je pense qu'il y a une autre voie qui est possible. On verra si les Français me font confiance ou pas. On verra si les Français ont envie que je m'aligne au départ.
On verra. Mais on verra comment d'ailleurs, parce que vous voulez pas de primaire. Alors c'est quoi? C'est les sondages. Mais soyez pas impatient. Non, mais comme... Si, vous êtes impatient. Ah oui, bien sûr. On est à 15 mois. D'accord, mais c'est quoi? On n'est pas à 15 jours, on n'est pas à 15 semaines. Non, mais vous dites, moi, je veux pas de primaire. Donc c'est quoi? C'est les sondages qui déterminent. Déjà, vous y voyez clair dans leur primaire, vous? Non, vous voyez, ça, voilà. Pour l'instant, on ne comprend rien. Voilà. Alors déjà, quand vous qui expliquez, vous comprenez pas, ça peut pas être simple. De toute façon, comme dirait quelqu'un de ma région, pas fan, hein, mais quand même, quand c'est flou... C'est qu'il y a loup. Voilà. Donc, on n'y voit pas clair dans leur truc. Puis déjà, c'est de savoir déjà ce qu'on propose pour les gens, ce qu'on propose pour les Français. Est-ce que ce pays, on peut encore et on veut encore l'apaiser? Moi, c'est oui. Est-ce qu'on veut rassembler? Charles, c'est oui. Quand vous dites apaiser, ça ne plaît pas à Charles. Non, mais j'ai de l'estime pour Xavier Bertrand. C'est réciproque. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais je ne suis pas d'accord. Je pense que... Tu ne veux pas l'apaisement? Pour moi, l'apaisement viendra du fait de solutionner les problèmes. Ah oui. Et je pense que, par exemple, sur la question de la sécurité, estimer qu'en gros, on est pieds et poings liés par des règles supranationales, par des principes, etc. Ça me paraît pas à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui. Mais qui dit ça? Quand vous dites parce que le nini, ce que je veux dire, non, ce que le nini nous conduit à ça. Ce que je veux dire, c'est que sous couvert, par exemple, de dire nini, oui, ça veut dire une droite gaulliste, sous droite couvert de républicaine et dire sociale. l'état de droit, ça n'est pas négociable, etc. Ça dépend ce qu'on met dans la notion d'état de droit. Moi, je pense évidemment que fondamentalement, il y a des principes qui ne sont pas négociables, mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, à force d'accumuler les principes, on n'a plus le contrôle de notre immigration, on n'a plus le contrôle de nos rues, on n'a plus le contrôle des transports publics, il y a des bastons jusqu'au salon de l'agriculture, et on n'a plus la main sur la sécurité. À force mais c'est pas vrai. Mais si c'est... comment c'est pas vrai? Mais il y a des villes entières qui sont dirigées par mes amis, si c'est vrai ou pas. Mais il y a des villes entières en France dans lesquelles la police ne rentre même plus, parce qu'elle a peur d'y aller. Et il y en a à 3 mètres de Paris, des villes comme ça. Voilà. Donc, pardon, moi, si, je suis désolé, il y a des villes entières dans lesquelles... Il y a des quartiers, oui. il n'y a aucune ville en France. Et avec le narcotrafic, on connaît les raisons. Et on se bat contre ça. Il y a une loi, il faut les décrets. C'est une question de volonté politique. Oui, mais est-ce que la volonté politique, elle est aussi d'aller suffisamment loin dans la loi pour permettre des mesures efficaces? Est-ce que le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État sont des freins à faire bouger les choses dans ce pays? On n'a qu'à bien écrire les lois. Le vrai sujet aujourd'hui, regardez, le Conseil constitutionnel rend une décision qui ne vous convient pas, allez, il faut le dégager. Le Conseil d'État ne prend pas la bonne décision, il faut le dégager. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on bascule. Et regardez notamment aux États-Unis, parce qu'on dit tout est facile, tout est possible. Vous avez vu Trump avec la Cour suprême, comment il s'est fait rappeler à l'ordre? Parce que ça s'appelle justement des garde-fous. Et dans ces garde-fous, Charles, je suis désolé, quand on a de la niaque et quand on a envie de se battre, eh ben ça bouge. Le vrai sujet, c'est que la sécurité n'a pas été considérée comme une priorité depuis de trop nombreuses années. Parce qu'il y a aussi des villes... Il y a eu des ministres comme Bruno Retailleau, même Gérald Darmanin, qui était volontariste. Et si cette priorité-là, elle ne va pas du chef de l'État jusqu'à l'ensemble des élus concernés, ça ne peut pas fonctionner. Mais encore une fois, l'autorité, la sécurité, c'est un préalable. Ça ne fait pas tout un projet de société. Le projet de société, il est autour de... Quand je travaille, est-ce que je réussis à m'en sortir? Est-ce que mes enfants vivront mieux que moi? Ça, c'est un projet de société. Le travail ne paye pas assez? Évidemment. Mais ça, oui, mais vous ne pouvez pas rémunérer le travail si vous ne baissez pas énormément les dépenses publiques. Je l'ai dit tout à l'heure. Ah oui. Donc, est-ce que vous êtes pour la retraite à 67 ans, par exemple? Pourquoi pas 80 ans pendant qu'on y est? Non, le Danemark est à 70 ans. Mais non, mais voyez rien que votre réponse. Je veux dire, aujourd'hui, je suis désolé, tous les économistes sérieux disent qu'on ira très vite à 65 et ensuite très vite à 67. Alors, sinon, on ne pourra plus assumer notre système de retraite. Il faut garder un âge de départ. Le système de retraite, il est au bout. Charles, je l'apprécie beaucoup. Il faut faire quelque chose. Et au bout d'un moment, les caricatures, basta. Parce que c'est pas caricatural. Il y a plein de pays en Europe qui sont à 65, 67, 70 ans. C'est de la flûte. Ça ne tient pas. Est-ce que je peux en placer une? Je peux en placer une? Il paraît qu'il faut avoir une grande gueule ici pour se faire entendre. Bon. Expliquez-vous. Alors, je suis désolé. Alors, je vais le faire à ma façon. 70 ans, c'est 70 ans sur le papier. Mais eux, ils peuvent se barrer avant avec une décote. En France, quand vous n'êtes pas carrière longue, les 64 ans, vous ne pouvez pas partir avant avec une décote. Et ceux qui y morflent là-dedans, c'est qui?
C'est les catégories populaires qui ont commencé à bosser à 16 ans, à 17 ans ou à 18 ans. Donc moi, je le dis, la vraie règle à prendre en compte, c'est la durée de cotisation. Ça, et qu'on d'accord. puisse voilà. Donc il faut faire sauter un âge pivot, en fait. Mais bien sûr, parce que l'âge pivot pénalise ceux qui sont les classes moyennes, inférieures, les catégories qui ont souvent eu des travaux plus difficiles. Et en 2003, il faut de la mémoire, mais bien sûr. Et ceux qui n'ont pas fait d'études supérieures, ce sont ceux-là qui sont les vraies victimes. Ceux qui ont commencé leur vie professionnelle par de l'apprentissage. Et après, on dit, ouais, les Français veulent pas de réforme. Non, ils sont prêts aux réformes parce qu'ils savent que leurs enfants, si on veut... Ben voilà, la justice, c'est ça la vraie clé. Et je suis désolé, tant qu'on opposera et la tronçonneuse et la justice, moi je préfère la justice. On n'en manque pas de justice. Et je sais faire des réformes. On est le pays le plus redistributif du monde. Joël. Mais ça va pas pour ceux qui ont le plus besoin, parce que celui qui est handicapé ou le minimum vieillesse, ils sont assez élevés? Bah bien sûr que non. Joël. Je trouve votre réponse pas très ambitieuse, parce que vous êtes quand même un homme de droite. Vous êtes censé quand même mieux manier les concepts financiers, si je peux dire ça comme ça, que quelqu'un de gauche qui est plutôt dans l'idéologie. Pourquoi ne pas aller carrément sur une part de capitalisation? On sait très bien, les études ont montré que si on avait investi un petit peu de notre argent dans des fonds de pension, là, on serait sur un tas d'or. Donc pourquoi ne pas être un peu plus ambitieux que... Alors moi, vous avez raison sur la durée de cotisation, mais pourquoi ne pas aller plus loin? Pourquoi rester absolument accroché à ce modèle par répartition totale? Joël, c'est parce que je répondais qu'à Charles, je vous ai pas encore répondu. Ah d'accord. Voilà. Il est peut-être d'accord avec toi. Je savais pas jusqu'à quelle heure on aurait, parce que je vois Didier qui est impatient, parce qu'il se passe quelque chose tout à l'heure sur le stand de Saône-et-Loire. Ah non, impatient. Donc c'est pour ça qu'il est en train de bouger sur son Oui, il n'en peut plus là. Bon, très sérieusement, si vous voulez une réforme des retraites qui tienne la route, la durée de cotisation avant tout, plus qu'aujourd'hui, plus longtemps qu'aujourd'hui. La deuxième chose, la capitalisation, l'épargne retraite en plus, pas à la place, en plus. Parce qu'il y a des gens qui sont au SMIC ou un peu plus du SMIC qui ne pourront jamais mettre de côté. Donc, en plus, 15%, 20% pour commencer. Et qu'on ne soit pas effarouché par l'épargne retraite, ça existe. Hein. Ah bah oui. Ça s'appelle le PER, ça s'appelle l'après-fonds pour les fonctionnaires, ça s'appelle la loi Madelin pour les commerçants, les artisans, les professions libérales. Et pour beaucoup de Français, même si ce n'est pas organisé que pour ça, ça s'appelle l'assurance vie. Donc, il faut ce système-là en plus et pas à la place, en commençant par 10, 15, 20%, et ça montera en puissance. Donc voilà, déjà sur ces deux piliers-là, on y verra beaucoup plus clair qu'aujourd'hui, et on peut dire à nos jeunes, vous continuerez à avoir une retraite. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit, j'en aurai plus de retraite. Non mais Didier, je pense que moi, il reste 1 minute 30. Si je peux vous donner un conseil, et je sais pas si je dois vous donner un conseil pour aller au présidentiel, toujours arrêtez de parler aux vieux de retraite et de fin de vie, et à un moment donné, donner l'envie et l'espoir à nos jeunes d'entreprendre, de fonder des familles, de fonder des carrières, et puis de tourner ce pays vers le développement plutôt que vers la régression, quoi. Didier a raison, le vrai sujet, on a parlé des agriculteurs tout à l'heure, c'est pareil avec nos jeunes. Oui, mais alors les familles, justement, on fait quoi? Non mais on dit qu'on les aime, qu'est-ce qu'on s'en occupe mal? Et d'ailleurs, vous prenez notamment sur la retraite. On dit les retraités ne veulent pas faire d'efforts. S'ils avaient deux sentiments. Un, le premier, que pour leur dépendance, ils ne seront pas dépendants de leurs enfants. C'est une question de fierté. Et deuxièmement, s'ils avaient le sentiment que les efforts qu'ils font vont vraiment aux jeunes générations, vous verriez encore une fois, parce qu'il y a de la justice et de l'efficacité, les gens ne sont pas égoïstes. Mais il parlait de la famille, donc on peut parler de la natalité aussi. Bien sûr. On s'aperçoit que la France fait moins d'enfants, alors qu'on était une exception en Europe. Comment on redonne envie aux jeunes, justement, jeunes générations, de croire à l'avenir, de faire des enfants, de fonder des familles? En redonnant de l'espoir, avant tout. Et puis il y a aussi d'autres choses. On le disait tout à l'heure. Déjà que c'est dur à 2, mais à 3, les gens ils disent on fait comment? Parce que derrière... Le boulot, c'est le reste à vivre, en fait. Il viendra, cet enfant, mais plus tard. Et du coup, la famille, elle ne sera pas aussi nombreuse. Le logement. Vous êtes un jeune couple, vous êtes dans un F2. Vous voulez un enfant, il vous faut un F3, il faut un autre logement. Vous avez 2 enfants dans une chambre, vous avez un F3, 2 parents, 2 enfants. Ben, le troisième, 2 enfants dans une chambre, c'est possible. J'ai grandi comme ça avec ma sœur. 3, ça commence à devenir un dortoir. Il faut un logement plus grand. Tant qu'on ne se sera pas attaqué à tous ces problèmes-là et qu'on n'aura pas redonné de l'espoir, il n'y aura pas de changement. Je veux qu'il y ait un changement, mais c'est des mesures concrètes et aussi ambitieuse. Le changement, c'est Bertrand. On a déjà le. On a le slogan. Et vous êtes gratuit, vous facturez pas? Ouais, c'est gratuit chez nous. Merci Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France.